Au XIVe siècle, l'Empire khmer perd de sa puissance. En 1431, encore est prise par le royaume d'Ayutthaya. Ce dernier imposa sa domination sur l'Asie du Sud-Est du XIVe Tu fais quoi? siècle. Ma prof est parti en Thaïlande et il m'a demandé de faire l'intro. Non mais c'est nul là, comment tu le fais? Tout le monde a déjà quitté la vidéo. Bon, je recommence. Au XIVe siècle, l'Empire khmer perd de sa puissance. En 1431... Tais-toi, c'est pas mieux, c'est nul. Bah, tu l'as fait toi-même. Ok. Au XIVe siècle, l'Empire khmer perd de sa puissance. En 1431, Angkor est prise par le royaume d'Ayutthaya. Ouais, mais non, mais le texte aussi, c'est compliqué, il y a plein de fautes partout. Là, à ce stade, autant lancer le générique tout de suite. Mais l'intro? Ben, il avait qu'à le faire lui-même. Bon bah générique, hein. Thiago et Matou, merci pour cette introduction. Pour cette vidéo, nous quittons le Cambodge, direction la Thaïlande, soit juste à côté. Notre première escale nous mène à Bangkok, une métropole à la fois envoûtante et vertigineuse. Au cœur de la ville se dresse avec majesté le Palais Royal, siège de la royauté thaï depuis la fin du XVIIIe siècle. Ici, la spiritualité bouddhiste se ressent partout. Des innombrables temples comme le Wat Arun ou le Wat Pho, aux statues de Bouddha, assis en tailleur ou allongés, symbole de méditation et de sérénité. En contraste avec le calme de ces temples, le visiteur est immédiatement frappé par l'effervescence de Bangkok, où l'intense circulation, la foule constante et l'abondance d'activités créent une atmosphère bouillonnante de jour comme de nuit. Mais notre vidéo nous emmène à moins de 100 km au nord de cette capitale, dans l'ancienne cité royale d'Ayutthaya. Non, je suis absolument pas au milieu de la forêt, sinon je me serais pas habillé comme ça. Non, je suis au milieu d'un parc, au cœur de la ville d'Ayutthaya. Cette ville compte aujourd'hui un peu plus de 50 000 habitants et elle est parsemée de vestiges qui sont les témoins d'une grandeur passée. Ayutthaya fut l'une des capitales de la Thaïlande. Elle le fut entre le XIVe et la fin du XVIIIe siècle. En 1351, Utong, un prince du royaume de Sukhothai qui avait anticipé les menaces croissantes sur le royaume, entreprit la création d'une nouvelle capitale sur les plaines inondables du fleuve Chao Phraya. Cette position géographique était stratégiquement idéale. Elle offrait une défense naturelle contre les invasions terrestres, permettait un accès au commerce grâce à ses voies navigables et ses rives fertiles permettait une agriculture prospère. Après avoir établi cette nouvelle capitale, Utong s'attribua le titre de roi et prit le nom de Ramati Bodhi Ier, marquant ainsi le début du royaume d'Ayutthaya. Ramati Bodhi Ier posa les bases de la structure politique et religieuse du royaume d'Ayutthaya. Il instaura le bouddhisme Theravada comme religion officielle ainsi que le Dharmasastra, un code juridique basé sur les traditions thaïs, un code juridique qui fut d'ailleurs utilisé par les juristes thaïlandais jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Ainsi, Ramathibodi Ier posa les bases du royaume d'Ayutthaya, que les Occidentaux nomment le royaume de Siam. Mais pour que ce nouveau royaume perdure dans le temps, il fallut affirmer son indépendance, notamment par une consolidation territoriale, une économie forte et un régime politique solide et durable. Entre le XIVe et le XVe siècle, le royaume d'Ayutthaya étendit son territoire au détriment du royaume de Sukhothai et de l'empire khmer. Ramathibodi Ier conquit des principautés voisines et ses successeurs continuèrent l'œuvre en consolidant la domination d'Ayutthaya sur le nord de la Thaïlande actuelle, vers le sud en conquérant des principautés malaises ou vers l'est en annexant des territoires de l'empire khmer. Cette expansion territoriale permit au royaume d'Ayutthaya de s'affirmer comme puissance dominante de la péninsule indo-chinoise. Mais l'un des moments clés pour le jeune royaume fut sans doute la prise de la capitale de l'Empire khmer, Angkor, en 1431. Vers le milieu du XVe siècle, l'Empire khmer était affaibli par des conflits internes, des pressions extérieures et des crises frumentaires. Le roi d'Ayutthaya, Borom Ratchathira II, profita donc de la vulnérabilité d'Angkor pour lancer une campagne militaire. Les forces d'Ayutthaya envahirent Angkor en 1431. Cette date symbolise la fin de l'Empire khmer en tant que puissance dominante dans l'Asie du Sud-Est. Pour permettre cette expansion territoriale et se maintenir à un tel niveau de puissance, il fallait une force militaire conséquente. Le royaume d'Ayutthaya possédait un système militaire de type féodal. Chaque noble de haut rang avait la responsabilité de lever et d'entretenir leur propre armée. Lors des campagnes militaires ou des guerres défensives, les nobles apportaient leur armée et l'ensemble était mis sous le commandement direct du roi, qui était bien sûr au sommet de cette pyramide féodale. Tout comme l'armée de l'Empire khmer, l'armée d'Ayutthaya comprenait des forces d'infanterie et d'éléphants de guerre. Ces derniers étaient utilisés pour le combat, pour impressionner les adversaires ou tout simplement pour le transport lors des campagnes militaires. Avec le temps, du fait des contacts avec la Chine et les pays européens, l'armée se modernisa et s'équipa en canons et en corps d'artillerie, notamment par l'usage de mercenaires portugais à partir de la fin du XVIe siècle. La prospérité économique du royaume d'Ayutthaya était la clé de sa puissance. Cette prospérité était liée à divers facteurs qui firent de la cité un centre économique dynamique en Asie du Sud-Est. Tout d'abord, rappelons la position géographique stratégique d'Ayutthaya. La cité fut construite sur le fleuve Chao Phraya, offrant un accès aux voies navigables. Cette position en faisait un carrefour commercial naturel, facilitant le commerce avec le reste de l'Asie et impulsant le commerce intérieur. De ce fait, la cité était un cœur commercial majeur, attirant des marchands du Japon, de Chine, d'Inde, mais également des marchands hollandais, français et britanniques. Mais la cité d'Ayutthaya ne se contentait pas d'accueillir les marchands du monde entier. Elle faisait également de l'export et souvent vers des destinations lointaines grâce à sa propre flotte marchande qui exportait de la porcelaine mais également du riz. Le commerce a en effet permis une économie solide, mais cela ne suffisait pas à la puissance. La cité d'Ayutthaya devait également assurer l'indépendance agricole.
Là aussi, la position géographique d'Ayutthaya joua un grand rôle. Les plaines autour du fleuve Chao Phraya sont fertiles, ce qui favorisa une agriculture productive. En plus du fleuve et des nombreuses rivières, un système d'irrigation sophistiqué fut mis en place afin de maximiser la production agricole, ce qui permit d'assurer la sécurité alimentaire de la cité. Grâce à cela, Ayutthaya pouvait soutenir les besoins alimentaires d'une population importante. Cette puissance était possible grâce à une diplomatie habile. Ayutthaya rayonnait dans le monde en envoyant et en recevant diverses ambassades. La cité envoyait des ambassadeurs à divers endroits du monde, en Chine, en Inde, en Perse et même jusqu'en Europe. Par exemple, en 1686, la cour de Versailles accueillait des ambassadeurs de ce que les Français appelaient alors le royaume de Siam. Le roi Soleil envoya à son tour à Ayutthaya 2 de ses ambassadeurs, l'abbé de Choisy et Alexandre de Chaumont. Les ambassadeurs envoyés par Louis XIV firent au roi Soleil une description du régime politique d'Ayutthaya. Le roi possédait un pouvoir absolu et un statut divin. Tout comme dans l'Empire Khmer, les rois d'Ayutthaya étaient considérés comme des Devarajas, c'est-à-dire des rois divins, incarnant la divinité sur terre. La cérémonie de couronnement symbolisait justement l'élévation du roi à ce statut divin et renforçait sa légitimité. L'ambassadeur de Louis XIV, l'abbé de Choisy, décrit ce système ainsi. Le roi a la puissance absolue. Il est vraiment le dieu des Siamois. Personne n'ose prononcer son nom. Et quand on connaît la mégalomanie de Louis XIV, cette description a dû bien lui plaire. Or, nous sommes ici dans un contexte bouddhiste. Le Devaraja est donc un bodhisattva, c'est-à-dire un être éveillé qui par compassion refuse au nirvana afin d'aider les autres. Tous ces titres, c'est pour la partie symbolique et théorique. Mais qu'en est-il des faits ? Eh bien, dans les faits, ce régime présente quelques failles. Bien que le roi soit détenteur d'un pouvoir absolu, le royaume d'Ayutthaya fonctionne selon les règles d'un système féodal. Autrement dit, le royaume est composé de plusieurs principautés plus ou moins autonomes, dirigées par des membres de la famille royale, des princes, qui sont liés au roi par des serments d'allégeance. Le roi devait donc compter sur son aristocratie pour gouverner. Nous avions vu précédemment que les princes avaient la responsabilité de lever et d'entretenir leur propre armée. Sauf que ces princes étaient fréquemment en guerre les uns contre les autres. Et le roi devait s'assurer de la stabilité interne de son royaume. Il devait également s'assurer que ces princes ne fassent pas d'alliance contre lui, ou d'alliance en faveur des ennemis du royaume. Lors des querelles successorales, les princes mobilisaient leurs troupes et marchaient sur Ayutthaya afin de s'emparer du trône. Faute de règles de succession claires, le royaume se trouvait en proie à des guerres intestines et à des intrigues de palais. La plus significative étant celle de 1688. En 1688, la mort du roi Narai déclencha une crise de succession entraînant des conflits internes. Préoccupé par l'influence grandissante des étrangers à la cour, Petracha, un officier et conseiller royal, s'empara du trône en évinçant le successeur désigné par le roi défunt. Cela déclencha une série de conflits entre les partisans du prince héritier déchu et ceux de Petracha. Ce dernier remporta la guerre en prenant le contrôle de la capitale, faisant exécuter tous les héritiers et légitimant sa prise de pouvoir en épousant l'une des sœurs et la fille du roi Narai. Petracha fit expulser les étrangers, assiégea la troupe française stationnée à Bangkok et rompit tout contact avec l'Occident, entraînant une rupture dans la diplomatie siamoise. Sa prise de pouvoir fut considérée comme illégitime par certaines provinces et certains États vassaux d'Ayutthaya. Cette crise de succession eut de graves répercussions sur l'équilibre et la puissance du royaume. Tout comme pour l'Empire Khmer, le déclin du royaume d'Ayutthaya n'est pas dû à une seule cause, mais plutôt à une pluralité de causalités. Des crises politiques internes, une crise économique, auxquelles s'ajoutèrent des pressions extérieures. En interne, comme nous l'avons vu, des crises politiques liées à des rivalités de succession ou des intrigues de palais
ont sapé l'équilibre et la stabilité du royaume. Ces guerres successives entraînèrent des changements fréquents de dirigeants et donc des périodes d'instabilité politique. Cela eut pour effet de saper l'unité et l'équilibre du royaume. Sur le plan économique, on observe au XVIIIe siècle, pour le royaume d'Ayutthaya, des problèmes structurels. Un déclin du système de gestion de l'eau, un épuisement des ressources, des récoltes défaillantes et des perturbations commerciales. Comme vous devez vous en douter, les guerres internes quasi perpétuelles n'ont pas aidé à faire face aux crises économiques. Au contraire, elles y ont largement contribué. Du fait de ces difficultés internes, le royaume d'Ayutthaya était fragilisé et ne put faire face aux pressions extérieures. Les pressions européennes, certes, mais aussi et surtout les invasions birmanes de la dynastie Konbaung. À partir du XVIe siècle, le royaume d'Ayutthaya fut presque constamment en guerre contre les Birmans du Nord. La première invasion birmane eut lieu en 1569, sous le règne du roi birman Bayin Nang, et se solda par la défaite et la vassalisation d'Ayutthaya. En 1584, le royaume retrouva son indépendance, et le roi Naresuan lui redonna toute sa puissance. Cependant, les guerres successives contre les Birmans aboutirent finalement à la prise et à la destruction définitive d'Ayutthaya par le roi birman Sinbyushin en 1767. Bien, de retour à Bangkok. Alors, la domination birmane fut de courte durée. En 1767, le général Thaksin chassa les Birmans et fonda le royaume de Thonburi, avant d'être à son tour écarté du pouvoir en 1782 par Rama Ier, fondateur de la dynastie Chakri, dynastie actuellement au pouvoir en Thaïlande. Et comme Ayutthaya fut détruite 15 ans plus tôt, cette nouvelle dynastie choisit d'installer sa capitale à Bangkok. Mais ça, c'est une autre histoire.